Donc c'est à moi qu'incombe la tâche de terminer cette matinée scientifique. Et je vais effectivement vous parler d'entraînement en hypoxie ou comment utiliser l'altitude pour s'entraîner. La transition avec ce que disait mon collègue le professeur Janssen est toute faite. Si vous voulez éviter la pollution, une des façons de faire serait peut-être d'aller plus haut, d'aller en altitude pour en tout cas diminuer ce facteur. Il faut savoir que l'intérêt pour l'entraînement en altitude n'est pas nouveau. Pour le monde des scientifiques et le monde des sportifs, c'est quelque chose finalement qui les intéresse, on pense, depuis à peu près une cinquantaine d'années. Probablement que la pierre angulaire, ce sont les Jeux Olympiques de Mexico. Donc c'est 1968, Mexico City se trouve à 2200 mètres d'altitude. Et puis ça a créé beaucoup de soucis avant les JO parce qu'on se disait que probablement qu'il y aurait un effet négatif sur les performances. Puis on s'est aperçu en fait que pour un certain nombre de disciplines, et notamment pour les disciplines en endurance, on avait plutôt eu la bonne surprise de voir qu'il y avait des résultats qui étaient meilleurs. Alors, ils étaient meilleurs pas pour tous, mais il y avait une certaine ségrégation, on va dire, avec des sportifs qui soit étaient issus de pays où il y avait de l'altitude et donc la possibilité de s'entraîner en altitude, et aussi parmi ceux qui s'étaient préparés spécifiquement pour ces Jeux Olympiques en s'entraînant en altitude. Donc quelque chose de pas nouveau, mais je pense qu'il faut tout d'abord commencer par expliquer ce que c'est que l'hypoxie, parce qu'on parle d'entraînement en hypoxie. C'est un terme qui n'est pas connu de tous, c'est le terme scientifique qui est utilisé pour parler de la raréfaction de l'oxygène dans l'air. Alors on peut obtenir ça de deux façons, soit par une diminution de la pression barométrique, et c'est ce qu'on appelle l'hypoxie hypobarique dans le jargon scientifique, ou alors on peut l'obtenir par une réduction du nombre de molécules d'oxygène dans l'air. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie normobarique. Vous verrez que j'en reparlerai. Souvent, je le simplifie en utilisant la dénomination HH ou HN. Pour parler de cette hypoxie hypobarique, donc moins de pression barométrique, moins d'oxygène disponible dans l'air, il faut comprendre que les 20,9% d'oxygène sont toujours là, mais étant donné qu'il y a cette diminution de pression barométrique, il y en a moins qui est disponible pour l'organisme, et pour les voies aériennes en particulier. Il faut savoir aussi qu'on a des détecteurs. Ici, vous avez des pirécepteurs au niveau des carotides, des artères qui amènent le sang vers le cerveau, qui vont en fait détecter cette réduction de pression barométrique et qui vont générer un certain nombre d'adaptations. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas tous égaux face à ça, c'est-à-dire que certains ont des récepteurs à la pression qui fonctionnent bien, d'autres ont des récepteurs un peu paresseux, et puis certains même ne sont pas capables de s'adapter s'il y a une diminution trop importante de cet oxygène disponible. Et ceci va générer un certain nombre d'adaptations au niveau de l'organisme et plus particulièrement au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque et au niveau du sang. Vous avez sans doute entendu parler d'EPO, on en parle souvent dans le dopage. Il faut savoir que c'est une hormone que nous avons à l'intérieur de notre organisme et qu'elle va être stimulée justement par cette baisse d'oxygène disponible. Et ce stimuli va générer la production de nouveaux globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Alors, c'est une production en plus de globules rouges, mais qui ne vont pas être efficaces avant une semaine. Il y a donc un délai entre le moment de ce stimuli et cette production de globules rouges, et vous allez voir que ça a un certain intérêt. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve en hypoxie hypobarique ? En allant en altitude. D'accord ? Vous montez en altitude, la pression barométrique descend, et puis on est dans cette situation d'hypoxie hypobarique. Mais on peut le faire aussi de façon simulée, c'est-à-dire qu'il existe des caissons qui, de l'extérieur, ressemblent en tout point aux caissons qu'on utilise, par exemple, pour traiter les accidents de plongée, mais dans ce cas-ci, au lieu de monter la pression barométrique, on la descend. Et le fait de descendre cette pression barométrique fait qu'on élève artificiellement en fait, la personne en altitude. Alors, il en existe quelques-uns dans le monde,
Je pense qu'il y en a moins de 10 dans le monde, et ils sont utilisés essentiellement pour la recherche scientifique. On ne les utilise pas pour l'entraînement des sportifs, ou alors de façon extrêmement ponctuelle, ne serait-ce que par manque de place. Vous voyez qu'en dehors de ce monsieur qu'on voit sur la photo, on pourrait difficilement en mettre un deuxième. Maintenant, parlons d'hypoxie normobarique. Donc, je vous rappelle que c'est la réduction du nombre de molécules dans l'air, et ceci, en fait, alors que la pression barométrique va être conservée. Pour vous donner un exemple, si au lieu des 20,9% de molécules d'oxygène, on n'en a plus que 11,5%, ça équivaut à être à peu près à l'altitude du Mont Blanc. On peut l'obtenir de deux façons, cette hypoxie normobarique. C'est soit on va extraire de l'oxygène, c'est-à-dire qu'on fait passer l'air au travers d'un filtre qui va retirer un certain nombre de molécules d'air, et ensuite l'air qui parvient aux voies aériennes contient moins de molécules, ou alors on va le remplacer par de l'azote. Vous savez que dans l'air, on a approximativement 79% d'azote. Si on en rajoute, ça va prendre la place de l'oxygène. Alors, on ne peut le faire que de façon simulée. Vous avez bien compris qu'à partir du moment où on monte en altitude, on descend la pression barométrique, donc ce n'est pas comme ça qu'on peut le faire. Mais on peut le faire, par exemple, avec des tentes hypoxiques, c'est ce que vous voyez ici, en version sol ou en version pour couple. Et puis, certains ont même été jusqu'à mettre leur bureau en hypoxie, de façon à maximiser le nombre d'heures passées dans ce milieu raréfié en oxygène. Et puis sont apparues depuis quelques années des salles d'entraînement d'un type un peu spécial. Alors soit la salle, elle est dans une ambiance tout à fait normale, de ce qu'on appelle de normoxie, mais les personnes portent un masque qui, lui, est relié à un simulateur d'altitude. Vous en aviez d'ailleurs un à l'extérieur, ceux qui ont pu essayer le modèle Alizé, c'est un modèle de simulateur d'altitude qui peut être comme ça branché à un masque. Et puis, vous en avez d'autres types. Bon, cette photo-là, je me rends compte, ressemble furieusement au masque qu'a montré le professeur Janssen contre la pollution. En fait, celui-ci, c'est un masque portable pour simuler l'hypoxie, mais sans doute va-t-il faire les deux options, puisqu'il va protéger les voies aériennes. Et puis, vous avez ces salles en hypoxie. Donc ça, c'est la salle en elle-même où l'oxygène est réduit, et ce qui permet aux gens de s'entraîner à l'intérieur, et puis la version tente hypoxique, portable. Et puis maintenant aussi, pour les sportifs d'élite, on a des couloirs de course en hypoxie et des couloirs de nage. Et puis vous avez en bas à gauche une sorte de petite salle qui sert pour les jeux en groupe. D'accord ? Donc on a comme ça sur le marché toute une série de dispositifs qui permettent de simuler cette hypoxie normobarique. Alors là, je vous montre un schéma un petit peu indigeste, mais qu'on va regarder ensemble, qui vous expose le panorama des différents types d'entraînement en hypoxie. Alors, comme je vous disais, ça fait une cinquantaine d'années que les scientifiques s'y intéressent. Il y a beaucoup de recherches qui sont encore en cours. Les résultats sont controversés, donc tout le monde n'est pas encore d'accord, mais la tendance semble quand même montrer qu'on avance vers quelque chose d'intéressant. Si on regarde tout d'abord le « live high, train high », qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? Ça veut dire vivre en haut, s'entraîner en haut. Ça signifie de faire des périodes d'entraînement. Généralement, ça se fait sous forme de stage de 2 à 4 semaines. Le 2 semaines, c'est un minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas impunément aller en altitude et s'entraîner immédiatement à l'intensité qu'on le fait en plaine. Le corps a besoin d'un certain temps pour s'acclimater et pour supporter cette réduction d'oxygène disponible dans l'air. Donc il faut ce délai, je pense que 2 semaines, c'est probablement vraiment la limite inférieure, mais de l'ordre de 4 semaines pour en tirer un certain bénéfice. Alors, pour les sportifs d'élite, il existe à travers le monde un certain nombre de centres qui leur permettent de s'entraîner à cette altitude de moyenne montagne, on va dire. Vous avez ici le centre qui se trouve dans les Pyrénées de Font-Romeu. Plus près de chez nous, vous avez le centre de Prémanon qui se trouve dans le Jura français à 1h15 d'ici, qui est utilisé notamment beaucoup par les fondeurs.
Et puis en Suisse, je vous montre ici le centre de Saint-Moritz, qui est utilisé par les sportifs d'élite. Quel est le bénéfice escompté de ce type d'entraînement? Le bénéfice, c'est d'améliorer justement cette production d'érythropoïétine naturelle, d'EPO. Je vous ai montré l'effet que ça faisait, c'est-à-dire que ça améliorait, ça augmentait la production de globules rouges. Et l'effet recherché, c'est de chercher à améliorer le transport de l'oxygène et plus particulièrement le transport de l'oxygène au niveau des muscles. Ce qu'on en sait, bien que ce soit probablement un des domaines où il y a le moins de recherche actuellement, c'est que c'est utile pour préparer des compétitions. C'est ce que je vous disais en préambule par rapport aux Jeux olympiques de Mexico. On s'entraîne, on a une compétition en altitude, on va s'entraîner aussi proche que possible de l'altitude où aura lieu la compétition, et ça semble apporter un certain nombre de bénéfices. Si on vient maintenant au Live High, Train Low, qu'est-ce que c'est? C'est vivre en haut, s'entraîner en bas. Ça signifie qu'on essaye de passer un certain nombre d'heures, et on sait maintenant qu'il faut au moins 10 heures passées en altitude, et l'altitude à ce moment-là, vous voyez, c'est un peu plus haut qu'au préalable, c'est-à-dire qu'on parle d'être entre 2500 et 3500 mètres, que ce soit en réel ou en simulé. Et il est vrai qu'actuellement, on semble démontrer quand même que l'altitude réelle est plus efficace sur la performance que l'altitude simulée. Et puis, en revanche, pour l'entraînement, il faut descendre, c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne faut pas être au-delà de 1500 mètres pour pouvoir escompter d'avoir des effets positifs sur la performance. Alors, comment le fait-on? Un exemple, là aussi, qui est utilisé par un certain nombre de sportifs, et j'en reviens à ce que Madame citait juste avant la conférence, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sportifs qui vont sur les hauts plateaux d'Éthiopie, notamment, pour y vivre, et ils descendent ensuite en dessous des 1500 mètres pour faire leur entraînement. Toujours dans cette logique de passer un plus grand nombre possible d'heures de vie en altitude, mais sans pénaliser les entraînements, et pour cela, ils descendent. Ça peut se faire aussi de façon simulée, avec les dispositifs que je vous ai montrés. Alors, c'est pas facile, parce que, passer 10 heures dans une tente, c'est faisable. Si on veut passer un peu au-dessous des 10 heures, à moins d'avoir comme ce monsieur son bureau en hypoxie, c'est un peu compliqué de le faire. Mais c'est faisable, et je dirais pas que j'ai tous les jours, mais je pense que j'ai au moins 2 fois par mois maintenant des appels de sportifs qui ont acheté une tente en hypoxie et qui se posent la question de savoir comment l'utiliser de façon optimale pour en tirer profit de cet achat qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Ce qu'on recherche, c'est à avoir cette formation, ce stimuli d'érythropoïétine. Et là, avec le nombre d'heures passées en altitude, ça semble avoir effectivement un effet suffisant pour stimuler l'augmentation du nombre de globules rouges, qui se mesure en fait en mesurant la masse d'hémoglobine. Ce n'est pas une simple prise de sang, souvent, qui va démontrer ça. Et puis aussi, très intéressant, des effets au niveau musculaire. On a maintenant beaucoup d'études pour étayer ça, qu'au niveau des muscles, il y a non seulement une augmentation du nombre de mitochondries, mais aussi de leur taille. On vous l'a dit, la mitochondrie, en gros, c'est la centrale énergétique du muscle. Et puis, ça peut être très intéressant qu'il y en ait plus et puis qu'elle fonctionne, en gros, à plein rendement dans ce genre de situation. On sait aussi qu'on va augmenter le nombre de capillaires au niveau du musculaire et qu'on va modifier le comportement du pH. C'est ce qu'on appelle l'effet tampon. Donc, on va réduire l'acidité en post-effort. Alors, au final, avec comme objectif l'amélioration des qualités aérobies. Donc, ça semble être la technique qui apporte les meilleurs résultats en termes de performance, c'est-à-dire d'associer un certain nombre de vies en hypoxie et de l'entraînement physique à basse altitude. Sur ces dernières années est apparue maintenant une autre technique qui est le Live Low, Train High, qui est de vivre en bas. En gros, on vit à Genève et puis on va s'entraîner en altitude en Haute-Savoie ou en Valais pour essayer d'en tirer quand même des bénéfices. Donc on vit en dessous de 1000 mètres et puis on s'entraîne de façon séquentielle en hypoxie, qu'elle soit simulée ou qu'elle soit réelle.
Et là, l'altitude, elle va varier en fonction des effets recherchés. Donc il n'y a pas une altitude spécifique. On doit probablement se situer au-delà de 2500 mètres, mais on peut à ce moment-là pousser un petit peu plus la machine en travaillant jusqu'à l'altitude de 3000 mètres en fonction des effets qu'on va rechercher. Donc en altitude réelle, on y va, hein, on va rouler ou on va monter en altitude, ou alors on utilise les dispositifs qui permettent de faire de l'hypoxie simulée pour justement faire cette phase d'entraînement. Alors, il n'y a pas un protocole, il n'y a pas de recette de cuisine pour savoir comment faire ce genre d'entraînement qui est très intéressant, surtout pour nous, citadins qui vivons ici en bas et qui voulons faire des résultats un peu meilleurs, notamment au Marathon de Genève ou sur d'autres types de compétitions d'endurance ou intermittent, mais on sait qu'on va faire varier les protocoles d'entraînement justement en fonction de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche à améliorer son endurance? Est-ce qu'on est issu de sports intermittents? Puis à ce moment-là, on a surtout besoin de pouvoir sprinter et de pouvoir augmenter le nombre de sprints qu'on fait, comme c'est par exemple le cas pour les cyclistes. Ou est-ce qu'on est issu d'une activité sportive où c'est la force musculaire qui sera la plus intéressante? Puis à ce moment-là, c'est sur ça qu'on devrait travailler. Donc ça va changer. Bien entendu qu'on espère en tout cas pas avoir un effet sur cette augmentation du nombre de globules rouges parce qu'on ne passe pas assez d'heures en hypoxie. Donc sur ça, il y a zéro effet. Il ne faut pas imaginer que ça va avoir un effet là-dessus parce que c'est faux. En revanche, pour les effets musculaires, on commence à avoir comme ça maintenant un joli panel d'études scientifiques bien faites qui semblent montrer qu'on a des effets au niveau musculaire, comme si le muscle en fait, devenait capable de mieux utiliser l'oxygène qu'il a à disposition une fois qu'on l'a remis avec ses 100% d'oxygène. On l'oblige à travailler dans un milieu raréfié en oxygène pour qu'ensuite il bosse mieux une fois qu'on lui redonne le plein oxygène. Alors, on m'a demandé d'être bref, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais déjà, il faut comprendre qu'en 10 minutes, parler de ça, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie surtout de vous montrer un peu un panorama de ce qui existe actuellement. Il faut savoir que, donc, vous avez compris qu'en fonction du type d'entraînement qu'on va faire, on a l'espoir d'augmenter justement ce nombre de globules rouges, qui est bien entendu diablement intéressant parce qu'on sait qu'il y a une corrélation directe entre l'augmentation de cette masse d'hémoglobine et l'augmentation d'une VO2 max. Et puis cet effet, comme je vous disais, nouveau, plutôt innovateur, que l'on sait, qui a des effets directement au niveau musculaire. Il faut savoir aussi donc la recherche scientifique est en plein essor et que pratiquement tous les mois maintenant, on a un article qui sort qui va dans l'ensemble plutôt vers une tendance positive d'un effet favorable sur l'entraînement. Ils ne sont pas tous d'accord, donc ça ne fait pas encore totalement l'unanimité. Il faut aussi savoir qu'on n'est pas tous répondeurs. Je vous le disais, face à l'altitude, il y a des gens qui répondent bien, il y a des gens qui ne répondent pas bien. Même sans parler de performance, c'est la même chose pour la performance. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait ce type d'entraînement, on ne sait pas si on va répondre à ça ou pas. Et on n'a pas de moyen, pour l'instant en tout cas, de le détecter. Donc il faut essayer pour savoir si on va en tirer un profit. Et puis, l'état de santé est intéressant, est important dans ce cas. Il faut savoir qu'il faut arriver avec un bon état de santé pour faire ce type d'entraînement, que si on a un état infectieux, notamment des voies aériennes ou de façon plus générale de l'organisme, on n'a pas les bénéfices escomptés et que les réserves de fer doivent toujours être vérifiées avant parce qu'on a besoin d'avoir des réserves de fer complètes pour que l'hémoglobine puisse fonctionner correctement. Et puis je finirai sur une phrase philosophique de notre ami le chat. Je pense qu'il dit tout, d'accord ? Pourquoi chercher la performance ? Là, vous avez une façon de le faire. Maintenant, est-ce que c'est le plus important ? Je ne le sais pas. Je vous remercie.